bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce live spécial Bac Philo, spécial épreuve Bac Philo de l'Académie de Grenoble. Je me présente, je suis professeure de philosophie et je suis Irène Debost et je me trouve aujourd'hui avec Karine Laborie. Karine également. Professeure de philosophie au lycée Pierre du Terrail à Pontcharra en Isère. Alors nous allons commencer ce live. Bonjour à tous, merci d'être présents. Et pour rappel, vous pouvez nous poser des questions sur les épreuves du bac philosophie dans la conversation ou dans le chat et nous prendrons un moment à la fin du live pour répondre à vos questions. Bienvenue à tous. Allez Karine, pour ce live épreuve philo, on va rappeler les dates, combien de temps dure l'épreuve, quel est le coefficient. On commence tout simplement, puis après on va aller vers l'examen des épreuves. Alors, cette épreuve, vous le savez, aura lieu le mardi 18 juin, de 8h à midi. Vous aurez des sujets qui seront nationaux, mais qui seront différents selon la série dans laquelle vous êtes inscrit. Les sujets seront donnés pour les séries technologiques et pour les séries générales, vous aurez effectivement d'autres sujets. Vous savez que vous avez le choix entre plusieurs sujets, 3 sujets en tout, 2 sujets de dissertation et un sujet type explication de texte. Si vous êtes en série technologique, il y aura un questionnaire qui vous accompagnera lorsque vous choisirez le texte que vous aurez à préciser. Les coefficients sont différents. Les coefficients sont différents, tu peux les rappeler? Oui, alors en série générale, coefficient 8, en série technologique, coefficient 4. Voilà, et alors maintenant on va rentrer dans le détail de ces épreuves et on va peut-être aussi vous donner des conseils pour bien vous préparer à cette épreuve de philosophie qui est certes l'épreuve du baccalauréat et qui couronne aussi un enseignement, des années de réflexion. Vous n'avez pas attendu la philosophie pour réfléchir, mais une manière particulière de réfléchir dans cette année de philosophie. Alors Karine, on va commencer, si tu veux bien, par la dissertation. Tu peux nous rappeler les attendus? Alors la dissertation est adossée à des sujets qui sont libellés sous forme de questions. Vous n'aurez pas un sujet qui serait un sujet notion, ou un sujet citation, ou un sujet expression. Nécessairement, le libellé sera une question. Ce qui importe donc pour vous, de prime abord, c'est de comprendre le sens de cette question, d'entrer dans l'angle d'attaque de cette question, parce qu'évidemment, vous avez plein de ressources à l'aide des cours que vous avez eus, mais vous savez très bien qu'il ne s'agit pas de restituer toutes les connaissances que vous avez engrangées au fil de l'année. Ce qui compte, ce qui est primordial, c'est de vraiment entrer dans la question qui vous est proposée. Donc pour ce faire, vous allez évidemment analyser les termes clés, comprendre s'il y a un terme interrogatif, quel est son sens, quelle est sa portée, quelle est son importance, pourquoi. Pour faire jaillir le problème qui est enveloppé dans ce sujet. C'est comme un paquet cadeau. Vous avez à ouvrir ce paquet cadeau, mais vous n'allez pas l'ouvrir n'importe comment. Vous allez essayer de l'ouvrir délicatement, c'est-à-dire ne pas écraser le sujet, ne pas tout de suite, si vous voulez, le faire exploser, ce cadeau. Vous allez essayer de faire jaillir vraiment la tension, l'opposition ou la contradiction qui est présente dans le sujet. Tout est dans le sujet, mais c'est à vous de trouver ce qui est présent dans le sujet. Donc ça, c'est le premier point. Et oui, et comme tu le disais très bien, on part d'une attention au sujet très fine, on va définir les termes du sujet. En définissant les termes du sujet, on prend au sérieux la question. Et on va déployer différentes manières de répondre à cette question. C'est ainsi qu'on problématise. On met en tension des hypothèses, des manières de répondre au sujet, des significations possibles aussi des termes du sujet. Si on avait le sujet, par exemple, un sujet au fond très classique, l'homme est-il libre? Il faudrait voir qu'il y a plusieurs ententes de la notion de liberté, et ça c'est un effort pour conceptualiser. La liberté peut être conçue comme une simple manière de se décider entre plusieurs possibilités, elle peut être comprise comme la maîtrise de soi, elle peut être comprise de manière politique, comme un ensemble de droits. Donc là, on évoque plusieurs sens du mot liberté qui vont nous aider à poser une problématique. Donc la problématique, on pourrait leur dire, c'est le fait de formuler des hypothèses à partir de la question qui est posée, qui répondent, qui sont des propositions de réponse possibles au sujet. C'est ça, c'est-à-dire que, évidemment, l'hypothèse, pour qu'elle soit fructueuse, doit être une réelle proposition. Vous ne pouvez pas vous abriter derrière des formules creuses, il vous faut vraiment avancer une proposition que vous allez étayer. Pour cela, vous allez mobiliser évidemment les connaissances, les repères par exemple, des références éventuellement qui peuvent vous aider à construire une réflexion argumentée.
c'est comme si vous cherchiez finalement tout autour de vous, non pas à l'aventure et n'importe comment, vous essayez vraiment d'étayer votre proposition. Et insensiblement, vous allez découvrir ses présupposés, ses implications et ses complications. C'est un peu le secret de fabrication d'une dissertation. Il ne faut pas simplement affirmer des choses, il faut essayer de comprendre ce qui est présupposé par ce qu'on dit, ce que cela implique et les complications que cela peut engendrer. Parce qu'évidemment, votre plan ne peut pas se résumer en une partie, une hypothèse. Vous allez essayer de mettre en tension cette première hypothèse, avancer une deuxième hypothèse et peut-être même une troisième hypothèse. Il n'y a pas de règle en la matière, un plan peut tout à fait bien tenir et être de grande qualité avec deux hypothèses bien conçues, bien déployées, bien maîtrisées. Donc si on se résume, Karine, on pourrait dire que les attendus pour la dissertation, on conceptualise, n'est-ce pas? On définit les termes du sujet, on trouve des notions qui sont attachées, qui sont attenantes. Éventuellement, si par exemple on examinait la question de la liberté, il y aurait peut-être le mot libre arbitre qui pourrait se présenter, l'idée aussi de maîtrise de soi, une action sur soi. Voilà les termes qui pourraient se présenter si on examinait la notion de liberté. Donc on reprend, on conceptualise, on analyse les notions et puis on problématise. Voilà deux attendus très forts. Et tu le disais tout à l'heure, pour répondre à ces pistes qui se révèlent et qui sont en tension dans la problématisation, on élabore un plan. Conceptualisation, problématisation, on va argumenter de manière organisée et on va ainsi analyser une première piste. Et puis nous avons en tout cas de bonnes raisons de dire que l'homme est libre, mais ces raisons ne sont peut-être pas suffisantes. Elles sont complexes, elles rencontrent des limites, elles rencontrent des objections. Et là, on bascule vers éventuellement une deuxième hypothèse, une deuxième thèse, qui sera l'objet d'une deuxième partie. Et cette deuxième partie, peut-être, va-t-elle nous paraître également insuffisante. Elle va appeler un dépassement des critiques. Et on ira vers une troisième hypothèse. Voilà pour les attendus. Ce qui est important aussi de mettre en évidence, c'est toute la culture personnelle dont vous disposez dans la construction de cette réflexion. Bien sûr, une connaissance philosophique, mais votre culture de façon plus ample. Toutes les ressources dont vous disposez. Vous n'avez pas à sectoriser en vous disant j'ai vu telle référence dans le cours sur la raison ou sur la science, donc c'est réservé à un sujet sur la raison ou la science. Cette référence peut tout à fait être opportune pour traiter ce sujet sur la liberté que tu viens d'évoquer. Donc oui, vraiment, ne compartimentez pas, ce ne sont pas des cases ou des rubriques. Le programme de philosophie n'est pas un ensemble de caisses dans lequel des pions ont été déposés, c'est vraiment toute une dynamique que vous avez à construire à partir des ressources que vous avez en vous, à partir évidemment de votre culture acquise. Et la culture, elle est philosophique, et cette culture philosophique, c'est des concepts, des notions, du vocabulaire, c'est aussi une manière de faire. Comment comprendre l'idée selon laquelle ou à quelle limite nous sommes confrontés quand nous examinons cette idée. Donc c'est une manière de réfléchir et c'est bien sûr aussi ce qu'on appelle la culture d'auteur avec des connaissances philosophiques qui vont venir donner de la subtilité, de l'ampleur, de la profondeur aux propos du candidat. Alors cette culture philosophique, évidemment, elle ne doit pas occulter le travail personnel que vous effectuez. C'est-à-dire que vous n'avez pas à opposer pensée personnelle et connaissance des auteurs. C'est un faux problème de poser les choses ainsi. Vous avez tout au contraire à construire votre jugement en étant fortifié par la culture philosophique que vous êtes tout au long de l'année normalement appropriée. Nous pouvons peut-être envisager l'explication de texte, les attendus du texte maintenant. Et oui, alors on vous propose une rencontre avec un auteur, avec un extrait d'une œuvre d'un auteur, et cet auteur, vous n'êtes pas censé le connaître. Vous n'avez pas à apporter des connaissances qui concerneraient Descartes, Spinoza, Kant, Hegel. Si vous tombez sur un texte d'un auteur que vous n'avez pas rencontré en classe, ce n'est pas un problème. Le texte va concerner de toute façon une des notions au programme, voire plusieurs notions au programme. Donc je dirais vous allez retrouver votre année de philosophie, votre programme de philosophie. Le texte va traiter d'une notion qui a été traitée pendant l'année avec votre professeur. Alors quels sont les attendus sur le texte? Il s'agit d'oser vraiment la rencontre avec un texte et avec
une exposition d'une idée, d'arguments, de démonstrations qui touchent à un des problèmes fondamentaux de l'existence humaine, qu'elle soit politique, culturelle, artistique, morale, existentielle. Il s'agit véritablement de prêter une attention dans le détail du texte, voir comment un auteur établit un argument, réfute d'autres arguments, réfute des prédécesseurs, prend le risque de penser sur une question philosophique. Donc je dirais qu'un des attendus, c'est vraiment, Karine, tu vas pouvoir peut-être enrichir ce que je dis et ajouter, c'est vraiment une rencontre avec une pensée dans son détail, qui utilise des termes qu'il faut questionner, qu'il faut analyser, après, je dirais, une attention vraiment précise. Oui, alors tout à fait. Je pense que le maître mot consisterait à se demander ce que fait l'auteur quand il dit ce qu'il dit. C'est un geste philosophique, c'est une proposition, qualifiez-la. User de formules un peu amples, vagues, comme l'auteur dit que, l'auteur parle d'eux, ne va pas vous aider. Ce que vous avez, c'est élaborer ce que fait l'auteur quand il dit ce qu'il dit. Comment il le fait? Quelle est sa démarche? Et pourquoi il le fait? En vue de quoi? Dans quel but? À cause de quoi? Quel sens ça a? Quel intérêt même ça a de le faire après tout? Ça peut avoir un intérêt polémique, ça peut avoir un intérêt pédagogique, ça peut avoir un intérêt vraiment extrêmement pointu, précis, ou au contraire, on peut entrer peut-être dans une discussion plus thématique sur une notion. Mais tout ça, c'est à vous, évidemment, de l'élaborer. Vous ne pouvez pas vous abriter derrière simplement des constatations. Des éléments qui seraient repérés dans le texte, c'est bien sûr essentiel, parce qu'on vous demande d'expliquer ce texte-ci et pas un autre, donc de le déplier vraiment. Mais vous ne pouvez y parvenir qu'en étant dans une attitude, comme tu l'as dit, de disponibilité vis-à-vis de cet auteur. Oui. Même si vous savez des choses sur cet auteur, vous ne pouvez pas commencer à écraser le texte sous ce que vous savez. Vous avez à partir du texte, à vous ancrer dans le texte pour petit à petit comprendre son thème, ce sur quoi il porte, le problème qu'affronte l'auteur dans ce texte. Et oui, parce qu'un auteur qui écrit, n'est-ce pas, il écrit, il se met à son bureau avec une question en tête. Il veut établir quelque chose. Donc, comme tu dis, que fait-il et comment il le fait? Comment il le fait? Parce qu'il peut très bien le faire de manière extrêmement démonstrative. Oui. Ça peut être une belle démonstration, le texte qui vous est proposé, mais ça peut être extrêmement différent. Ça peut être narratif, ça peut être truffé d'exemples, il peut y avoir construction de métaphores. Oui, il peut y avoir beaucoup de questions. Que dire d'eux? On pourrait avoir des questions et voir si ces questions sont rhétoriques, impliquent des choses. Donc on va vraiment dans une rencontre de détails avec une pensée qui se déroule, qui est ordonnée et qui a un projet. Voilà. Et donc votre ambition doit être de rendre raison de la singularité du texte qui est proposé, plus que de chercher à raccrocher ce texte à ce que vous pouvez possiblement savoir ou pas de l'œuvre ou de l'auteur, puisque ce n'est pas, tu l'as bien rappelé au début, un élément qui doit vous interdire de choisir le texte. Ne vous dites surtout pas, je ne choisis pas le texte parce que je ne connais pas l'auteur ou l'œuvre. C'est une très mauvaise raison. Voilà. Vous pouvez avoir des bonnes raisons de ne pas choisir le texte, mais celle-ci est une très mauvaise raison. Tout à fait. Et on va construire une explication de texte en suivant l'argumentation du texte. Vous avez appris ça avec vos professeurs. Hein. L'explication de texte est une explication qui est linéaire, qui suit eh bien, les différentes étapes du texte. Et chaque partie se consacre à une étape du texte, et puis une autre partie à une autre étape du texte. Une première partie pourrait dire on pourrait croire que telle idée est juste, mais moi j'affirme aujourd'hui que. Et bien là, on aurait une structure en deux temps, avec des croyances qui vont être jugées peut-être erronées, et puis l'affirmation d'une autre thèse. Et donc là, on aurait bien deux parties bien nettes. On ne vous promet pas que ce qui va tomber au bac sera aussi net, mais il va falloir chercher les arcanes du texte, sa structure, et vraiment s'adapter dans l'écriture de votre explication de texte au mouvement du texte. Tout à fait. Votre plan d'explication
est finalement décalqué sur le plan du texte. Vous n'avez pas, et vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui quel sera votre plan, pour la bonne et simple raison que vous ignorez tout du texte qui va vous être proposé. Donc ne cherchez pas à faire rentrer dans le texte dans une sorte de moule à explication de texte. Ce moule n'existe pas, puisque chaque texte, et a fortiori les textes qui vous sont proposés, puisqu'ils sont extraits d'une œuvre, a une unité et constitue une totalité. Donc c'est à vous de retrouver ce qui fait l'unité de ce texte et ce qui lui donne sa totalité. Il n'a pas été coupé au hasard. N'oubliez pas cet aspect des choses. On l'a extrait d'une œuvre, mais on n'a pas taillé comme ça dans le texte n'importe comment. Et un petit conseil que je donne à mes élèves, quand on explique le texte, on ne dit pas autre chose que le texte. Ce serait du hors-sujet. On ne dit pas la même chose que le texte. Ce serait de la paraphrase. On a une troisième voie qui est l'explication. Et cette explication, elle implique que l'on passe par une attention aux détails du texte, par une attention aux notions qui sont abordées, par une explication des mots qui sont employés dans chaque phrase. Qu'entend l'auteur par liberté? Est-ce une liberté politique? Est-ce une liberté morale? Est-ce une simple liberté décisionnelle? De quelle liberté s'agit-il? Et le conseil aussi que je peux vous donner, que nous pouvons vous donner, c'est d'adresser des questions au texte. Qu'entend l'auteur par? Pourrions-nous adresser des objections à l'auteur? L'auteur parvient-il véritablement à démontrer ce qu'il a dit qu'il démontrerait? Donc n'hésitez pas à adresser des questions à l'auteur, c'est le signe d'une attitude philosophique de questionnement qu'on a, comme dans la dissertation, ici avec le texte. On va maintenant vous expliquer rapidement comment se passe l'épreuve, comment ça se déroule. Peut-être les révisions d'abord. Alors, allez. Les révisions. Allez, les révisions. Eh bien, comment vous allez vous y prendre pour réviser? Karine, tu donnes des conseils pour les révisions, c'est un moment quand même singulier, parce que vous devez vous demander, mais que réviser, comment réviser, et même peut-être certains se demandent, mais pourquoi réviser? On pourrait dire comme d'habitude, hein, non? On pourrait dire pourquoi réviser? C'est ça. Comme d'habitude. Donc, moi je vous conseille d'être actif dans vos révisions, c'est-à-dire de ne pas subir en quelque sorte une relecture comme ça de vos cours, de vos notes prises. Essayez vraiment d'entretenir une certaine pratique qui normalement a été jalonnée par des temps forts tout au long de l'année. Donc comment entretenir cette pratique? Peut-être en vous posant des petites questions comme des questions flash. Vous demandez par exemple, je l'ai fait avec mes élèves, peut-on démontrer que Charles de Gaulle a existé? Parce que ça va vous obliger à revisiter la notion de démonstration, avec cette évidence qu'évidemment il a existé Charles de Gaulle, mais le fait que Charles de Gaulle existait, bel et bien existait, peut-il être l'objet d'une démonstration? Et à partir de cette petite question, si vous vous trouvez en difficulté, vous allez vous dire « Ah oui, il faut que quand même je revoie mon cours peut-être sur la science ou sur la vérité, parce qu'on a abordé ce qu'est la démarche de la démonstration, comment on s'y prend, quel type de vérité on établit. » Donc vous voyez, à partir d'un petit élément, vous allez opérer par extension et vous allez revenir vers vos cours, vers les textes que vous avez étudiés, vers des corrigés éventuellement que vous avez eu. Peut-être vous avez eu comme sujet « Toute vérité est-elle démontrable ?» Et là, vous vous dites, effectivement, j'étais passé à côté, j'avais confondu la démonstration et l'expérimentation, tout ça s'était mélangé. Donc c'est un système de questions flash, en fait, se mettre à l'épreuve sur chaque chapitre et se poser des questions tests pour voir si on est au point. C'est ça. Et écrire 4 lignes, pas forcément beaucoup, mais 4 lignes. Est-ce que je suis capable d'écrire, par exemple, 4 lignes sur la distinction entre induction et déduction? Peut-être certains d'entre vous se disent « Oh là là, je ne sais pas ce que c'est. » C'est pas grave, vous travaillez. Qu'est-ce que je fais quand j'opère une induction? Oui. Qu'est-ce que je fais? Je mange des fraises, j'ai mangé des fraises là tout le printemps. Les premières fraises, elles n'étaient pas très sucrées, donc par induction, j'infère qu'une fraise n'est pas sucrée. Ah mais non, mais une fraise n'est pas sucrée. Une fraise n'est pas sucrée. Alors je remange les fraises et je finis par me dire « Ah oui, quand même, une fraise est un fruit sucré. » Comment ai-je procédé? Oui, par induction. Par induction. Il n'y a pas eu une grande démonstration qui a été élaborée. Donc, vous voyez, ramener aussi toutes ces opérations à des éléments concrets de la vie quotidienne, des expériences que vous avez faites. Et ça va vous donner du ressort, parce qu'il
Il faut de l'endurance pour réviser. Oui. Et peut-être les cours que vous avez fréquentés depuis le début de l'année pour faire des devoirs, pour peut-être faire des devoirs communs, des bacs blancs, des devoirs type bac, eh bien vous avez déjà quand même engrangé pas mal de révisions. Peut-être, alors c'est un peu certain, chacun selon sa méthode ou selon sa mémoire. Certains ont une mémoire visuelle, d'autres une mémoire auditive. Certains, moi j'ai pas mal d'élèves qui font des fiches. Peut-être essayer par grande notion de se rappeler ou par grand chapitre des notions importantes et aussi des auteurs clés. Alors, est-ce que sous forme de carte mentale, ça peut être bien en fin d'année, c'est-à-dire vous mettez en pleine page, je sais pas, la vérité, et à partir de là vous voyez comment vous pouvez élaborer cette notion à partir, je sais pas, des relations que la recherche de la vérité a, par exemple, avec la réalité. Ça semble être des notions un peu indissociables, ces deux notions, vérité et réalité. Mais est-ce que c'est la même chose? Vous voyez? Donc, à partir de là, vous pouvez peut-être retravailler sous un autre angle, revisiter vos cours, plutôt que d'être passif en vous disant simplement « je relis, je relis, je relis ». Peut-être que la vertu de ces révisions, c'est de vous faire comprendre qu'en fait, vous savez plein de choses. Vous avez plein de ressources. Mais soit vous les avez oubliées, soit finalement, elles sont un peu approximatives, elles sont flottantes. Vous savez peut-être que, je ne sais pas, Kant a écrit quelque chose qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Vous vous souvenez vaguement, il parle de la majorité, de la minorité, mais qu'est-ce que ça signifiait? Quitte à prendre un peu de temps, vous relisez votre texte et vous essayez, là pour le coup ça a un intérêt. Qu'est-ce que je peux écrire? 4 lignes sur l'approche que Kant a des Lumières et la distinction entre minorité et majorité. Et là vous avez une ressource de premier plan. Essayez d'aller vers des ressources, je pense, de ce type-là. Et parfois, pour ceux qui font des fiches et qui ont réduit beaucoup le cours, je vous conseillerais volontiers quand même de retourner au cours, qui est bien sûr qui est plus long, avec un retour aux textes qui ont été étudiés en classe, aux exercices que vous avez faits. Donc bon courage, bon courage pour vos révisions. Il me semble aussi intéressant de revenir sur vos copies, de revenir sur les corrigés que les enseignants vous ont apportés, sur peut-être des bonnes copies. Moi, je conseille beaucoup à mes élèves de lire des copies de personnes qui ont mieux réussi peut-être le travail qu'eux-mêmes, pour s'imprégner d'une autre manière de faire, d'une autre manière d'approfondir, d'argumenter, d'amener une idée, d'apporter des éléments de culture. Donc, ça peut se faire à plusieurs aussi. Ça peut être fructueux de faire des révisions, non pas à 10, mais à 2, à 3, pour discuter comment tu comprends ce sujet. Toi, tu as compris ce point, tu l'as pas compris, pourquoi? Ça peut être intéressant aussi pour vous dynamiser dans vos révisions. Et puis, vous avez encore un peu de contact avec vos professeurs, vous pouvez encore les interpeller sur des points qui n'auraient pas été compris. Et Karine, on leur donne des conseils sur le jour de l'épreuve. Alors, le jour de l'épreuve, vous allez tout d'abord lire vos sujets dans les premières minutes. Ne précipitez pas votre choix. Vous avez le choix entre 3 sujets. Ne vous jetez pas sur un sujet. Essayez quand même de faire un choix avec discernement. Ne prenez pas non plus le texte en vous disant « je prends le texte parce que finalement j'ai pas trop travaillé, donc c'est sécurisant, il y a déjà un support ». Le texte est un sujet redoutable si l'on n'est pas prêt, si l'on n'est pas armé, si l'on n'a pas pratiqué l'exercice. C'est un faux ami en quelque sorte, le texte, parce que si on ne sait pas s'y prendre pour l'expliquer, on va répéter le texte. Et ça, c'est le piège. Ça, c'est le piège, c'est la paraphrase, c'est je reformule le texte en déplaçant les mots dans la phrase. Il y a vraiment, et vous l'avez pratiqué en classe avec vos professeurs, une pratique de l'interrogation du texte. Et donc, effectivement, essayez de faire du texte, non pas un sujet refuge, mais vraiment un sujet choisi. C'est ça. Maintenant, c'est vrai que vous avez 3 sujets qui vont se porter sur des parties différentes du programme. Et donc, normalement, vous allez être armé au moins pour choisir un sujet. Donc on arrive, on lit bien les sujets, tout à fait. Et on écrit le sujet. Si c'est la dissertation, on recopie bien le sujet qu'on a choisi, parce que souvent, on le perd un peu de vue si on l'a pas recopié sur son brouillon, sur sa copie. Dans la fébrilité aussi, on peut croire que le sujet dit cela alors qu'il ne le dit pas. Donc, vérifiez régulièrement que vous avez bien recopié le sujet, parce que tous les ans, nous constatons que certains élèves déforment le sujet, ajoutent un mot, en enlèvent un.
et ça c'est quand même dangereux. Donc l'étape ensuite clé, c'est l'étape du brouillon. Oui, alors le brouillon, pour la dissertation, on écrit le sujet, tu es d'accord avec ça Karine, on va s'atteler à une définition des termes d'abord, on souffle, on essaie de bien définir les termes et de voir comment on peut poser un problème, voilà. Problématiser en ayant conceptualisé les termes du sujet. Donc ce travail il est au brouillon. Quelle piste entre en tension? On pourrait dire que ça, mais ça aussi. Donc on évoque des manières différentes de répondre au sujet après avoir bien compris le sens du sujet, après même avoir peut-être déployé la polysémie des notions. Une notion peut avoir plusieurs sens, elle peut être riche, et c'est ça d'ailleurs un concept philosophique. C'est une notion. Ou avoir aussi écarté des sens qui ne sont pas pertinents. Oui, tout à fait. Ça c'est important aussi de faire le tri, de ne pas livrer en vrac tous les sens possibles du sujet. Vous allez évidemment juger quels sont les sens qui sont porteurs pour comprendre le sujet. Et c'est ça qui fera la qualité aussi de votre copie. À partir de là, on monte un plan. Voilà, on monte un plan. Et donc là, vous essayez de le détailler, mais vous ne rédigez pas. Vous allez perdre trop de temps. Donc vous problématisez, vous analysez les termes du sujet, vous dressez votre problématique qui va constituer au fond votre introduction. Et après, le plan va, je dirais, surgir des pistes que vous avez déployées en guise de réponse possible à la question qui était posée. Alors comme nous le disions, il n'y a pas de plan type. Non, il n'y a pas de plan type. N'imaginez pas qu'il y aurait un plan que vous pourriez appliquer à tous les sujets possibles. Le meilleur plan, ce sera celui qui traitera déjà le problème que vous avez posé. Parce que si vous construisez un plan qui ne traite pas le problème que vous avez posé, il y a une difficulté. Et le problème, il est censé être le problème de ce sujet. Donc, en gros, vous vérifiez toujours que le plan traite bien le problème que vous avez posé, qui lui-même est bien le problème enveloppé dans le sujet qui vous est proposé. Vous le vérifiez régulièrement parce qu'on n'est pas à l'abri, chemin faisant, de s'éloigner du sujet et d'avoir à un moment donné toute une partie qui finalement vire au hors-sujet alors qu'on pensait avoir bien cerné la chose. Comme un chat, vous retombez sur vos pattes. Moi, je donne bien ce conseil à mes élèves à la fin des paragraphes, à la fin d'un premier argument. On montre au correcteur qui a beaucoup de copies à corriger, qu'on traite bien le sujet. Nous pouvons donc voir que, au terme de cette première analyse, nous pouvons dire que. Donc n'hésitez pas à rappeler que vous traitez le sujet avec ce que vous avez écrit. Et relisez-vous régulièrement, c'est-à-dire que la relecture, ça ne va pas être simplement les dernières 5 minutes à la fin des 4 heures. En fait, on se relit continuellement. Donc on est là sur la première heure, on a fait la problématique, on a élaboré une problématique, on a posé un plan au brouillon. La problématique vous aide vraiment, il s'agit de l'enrichir pour produire une introduction. Et donc après, on travaille son introduction. Et on travaille son introduction au brouillon, et après vous rédigez. On passe à la rédaction, vous ne rédigez pas bien sûr tout le plan détaillé que vous allez élaborer. Et vous ne pensez pas votre temps à recopier un brouillon. C'est très important que le temps de la rédaction soit réellement un temps aussi où vous ménagez une marge de liberté. C'est-à-dire que vous pouvez revenir aussi sur des points que vous n'aviez pas vus ou pas suffisamment compris. Donc il y a une part aussi d'inventivité qui doit être soutenue. Et pour le texte, pour qu'on ait aussi le temps de répondre aux questions qui sont dans la conversation, pour le texte, on lit bien le texte plusieurs fois. On souligne les termes importants, on regarde les articulations et on va bâtir aussi en guise d'introduction et pour s'approprier le texte, de quoi parle le texte, à quelles questions il se confronte, comment il y répond, quelle réponse il apporte à la question que vous avez pu dégager et comment se structure l'analyse de l'auteur, comment se structure le texte qui consistera, donc il va vous donner le plan. Donc ces premières lectures détaillées, elles sont très importantes et puis après vous élaborez toujours au brouillon le plan détaillé du texte, n'est-ce pas ? Et vous vérifiez encore une fois que vous n'êtes pas en train de sortir du texte. C'est-à-dire que la tentation peut être grande, vous vous dites « Ah, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à tel auteur, ça me fait penser à telle notion. » Oui, mais demandez-vous si c'est pertinent d'aller à la pêche à la ligne là, et mobiliser des éléments externes pour expliquer le texte. En fait, vous n'avez à mobiliser, et vous avez plutôt à mobiliser, que ce qui est pertinent pour servir l'explication du texte. On ne veut pas savoir tout ce que vous savez autour de la notion. Ce qui compte, c'est que vous entriez vraiment dans l'explication
du passage qui vous est proposé. Exactement. Alors après, il n'est pas interdit d'apporter de la culture. Au contraire, Mm. vous pouvez à un moment d'explication de texte dire eh bien cet auteur semble être proche d'un autre auteur. Vous pouvez faire des rapprochements ou au contraire, vous pouvez faire des objections. On pense toujours en philosophie. Il y a toujours un moment pour une pensée libre et donc même si vous pensez que vous pouvez faire des objections à un auteur, il y a une place pour les objections si vous pensez qu'elles sont pertinentes. Alors, il y a une question dans... on va vite, hein, Karine, et le temps presse. Ce live épreuve de philo est bientôt terminé, mais on va répondre à quelques questions quand même. Combien de pages faut-il écrire? Minimum 4 pages? Maximum 120? Qu'est-ce que tu en dis, Karine? Il n'y a pas de pages, c'est pas la quantité? C'est pas la quantité, mais il y a une certaine densité quand même. Il faut être honnête, il y a une densité à élaborer. Vous ne pouvez pas décemment, en 2 lignes, introduire, par exemple, une dissertation. Tout à fait. Il faut une certaine épaisseur, il faut une certaine densité, et donc ça se matérialise sur une copie par un certain nombre de lignes, mais nous ne comptons pas le nombre de lignes ou de mots, enfin ce n'est pas ainsi que les choses. Voilà, c'est sûr que c'est pas au poids, mais néanmoins élaborer une argumentation, si on a 2 ou 3 paragraphes par partie, si on a au moins 2 parties, on évite sur au moins en tout cas au moins une page double, voire j'irais une page et demie, une page double et demie. Allez, on tend vers ça quand même en fin de terminale. On tend vers. Et voilà, parfois d'ailleurs, vous avez écrit dans votre AB beaucoup de pages pour certains. Alors, on prend une autre question. Oui. Quelles sont les notions qui sortent le plus? Est-ce que tu es Madame Soleil? Est-ce que tu as une boule de cristal? Nous avons 17 notions au programme. C'est beaucoup. Donc c'est beaucoup. Les notions sont en relation les unes avec les autres. Donc en plus, certains sujets sont transversaux et vous conduisent à mobiliser des éléments que vous avez travaillés dans des cours sur des notions distinctes. Donc moi, je ne m'aventurerai évidemment pas à ce genre de... Non, pas de pronostic. Ne faites pas d'impasse. Du tout. Du tout. Alors, une autre question. Est-ce qu'on a plus de chances d'avoir une bonne note avec une dissertation qu'avec l'explication de texte? Qu'en penses-tu, Karine? Moi, je dirais que ce que tu as dit tout à l'heure, si on choisit l'explication de texte par défaut, on est mal engagé dans cette affaire du baccalauréat. Il faut vraiment choisir son sujet avec de bonnes raisons, et l'une des raisons peut être qu'on pratique ou même qu'on excelle plutôt dans l'exercice de la dissertation que l'explication. Si effectivement vous avez, une expérience de la dissertation quand même qui est plus consolidée, vous êtes plus aguerri, et peut-être que même l'exercice tout simplement vous convient mieux, vous agrée mieux et correspond mieux à votre style, à votre manière de penser, à votre approche des problèmes, eh bien vous avez peut-être plus de raisons de pencher pour la dissertation. Mais ça, je pense que c'est une affaire vraiment singulière et qu'on ne peut pas répondre à votre place sur cet aspect, sauf pour l'explication. Après, voilà, on peut vous dire qu'on sait aussi par expérience que parfois les élèves qui sont très démunis ou qui n'ont pas fait grand-chose en philosophie, eh bien, vont avoir tendance à se réfugier dans l'explication de texte en croyant qu'ils ont quelque chose de solide ou un socle sur lequel eh bien, s'appuyer. C'est vraiment le danger de croire que quand on n'a rien fait, on doit pouvoir réussir parce que voilà, c'est un exercice difficile, exigeant, méthodique, précis, d'ouverture de réflexion, de dialogue avec l'auteur. Et donc je dirais qu'il n'y a aucun sujet qui sera mieux noté ou moins bien noté qu'un autre. Il s'agit bien sûr d'avoir une méthode de réflexion. Alors, est-ce que l'orthographe, ça compte, Karine? Alors moi, je veux répondre à cette question parce qu'évidemment, vous soignez l'écriture, vous soignez votre copier, votre unique représentant. En plus, la copie va être scannée, donc on va la lire sur un écran d'ordinateur. Pas de rature, une graphie impeccable, vous soignez l'écriture, le style, l'orthographe, bien sûr. On n'enlève pas des points. On n'enlève pas de points. De cette manière-là. Mais c'est vrai que ça participe à une impression. Une impression quand même favorable.
Alors, vous posez une autre question, comment insérer les objections adressées au texte dans le plan d'explication de texte pour que ça reste cohérent avec le texte? Ah bah c'est une très bonne question, merci pour votre question. Effectivement, on pourrait dire, on ne va pas plaquer de manière incohérente. Il y a une fois qu'on est allé dans le détail, tu nous diras ton avis Karine, une fois qu'on est allé dans le détail du texte, qu'on voit comment l'auteur déploie une première idée, quel terme utilise, quel sens et quelle importance a ce passage du texte dans l'économie du texte, et qu'on a peut-être achevé un premier moment sur par exemple 2 lignes qui ont été expliquées, et que vous avez envie, vous pensez à un auteur qui serait très proche de cette phrase que vous lisez, ou au contraire en objection, vous pouvez dire nous connaissons par ailleurs un auteur dont on peut penser qu'il inspire d'ailleurs le philosophe, ou peut-être d'ailleurs ces philosophes sont-ils en lien, ou si vous avez d'ailleurs un doute sur la chronologie, dites que vous faites le rapprochement. On peut rapprocher deux pensées, il nous semble cohérent, dites-le, assumez ce que vous pensez. Nous pourrions rapprocher ce texte de Hegel à propos de la beauté, de ce que dit Kant, en effet, et en effet. Et donc là, vous séparez peut-être la référence avec un retrait, un autre paragraphe. Oui, par exemple, mais la perspective étant toujours que cet appel extérieur, cet appel à un autre auteur, en fait, vous fait progresser dans la compréhension du texte. Vraiment, soyez vigilants vis-à-vis de... Oui, c'est pas un pot de fleurs, c'est pas du strass. C'est pas décoratif. Voilà, c'est pas décoratif, même si on aime bien la culture philosophique. Doit-on avoir une réflexion personnelle ou seulement citer les pensées des auteurs? Ah non, mais c'est un faux problème, vas-y Karine. C'est un faux problème. Vous ne pouvez pas vraiment avoir une réflexion à la première personne si vous pensez tout seul. Donc, on pense toujours mieux avec autrui. Et en l'occurrence là, vous avez passé une année en bonne compagnie, normalement, puisque vous avez passé une année à découvrir des auteurs qui ne sont pas là pour penser à votre place, ils vous le disent tous, mais qui sont là pour vous aider à penser. Donc, poser le problème ainsi, c'est vraiment un faux problème. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que moi j'ai parfois des élèves qui me disent « Madame, si j'ai pas d'auteur, est-ce que je peux prendre la dissertation ?» Alors j'ai envie de dire, si votre pensée vous semble suffisamment solide, pouvoir démontrer avec des notions, des concepts, des arguments, vous pouvez aller vers la dissertation. Après c'est sûr que d'avoir une culture philosophique qui vient enrichir, donner de la profondeur à votre propos, c'est quand même souhaitable. En tout cas c'est sûr qu'une dissertation n'est pas un catalogue. Vous ne commencez pas un paragraphe par l'auteur. Descartes dit que, Kant dit que, non, non. Vous réfléchissez. On peut considérer cette première perspective sur le sujet. Vous l'étayez, vous argumentez, vous définissez des notions, et ensuite vous pouvez appeler dans votre dissertation, vous pouvez inviter chez vous, dans votre maison, un philosophe qui vous semble de nature à apporter, à enrichir votre propos, à lui donner du poids. Très bien. Bon, est-ce qu'on regarde une autre question? Non, je pense qu'on a bien répondu à votre question. Vous pouvez regarder le replay du live sur la chaîne YouTube de l'Académie. Si tout ce qu'on vous a dit a été peut-être un peu rapide ou vous a intéressé, vous voulez le réentendre, parce que vraiment, on a dit des choses tellement importantes que vous allez avoir envie de les réentendre. Merci d'avoir été donc à ce live épreuve de philo du bac 2024. Bon courage à tous. Merci à toutes et tous de vous être connectés. Et n'oubliez pas le replay qui sera disponible. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon courage. Bon bac. Bon courage à vous.